faire une petite présentation assez courte sur un logiciel qu'on a développé qui s'appuie sur l'OTB, qui s'appelle S-Untiling. Donc c'est une présentation, je n'ai pas beaucoup de slides, je vais essayer de tenir dans les 15 minutes et après on discutera autour de tout ça parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions, pas forcément sur S-Untiling, mais peut-être la façon dont on l'a développé. Donc c'est un travail qu'on a réalisé, alors je vais parler un petit peu de l'historique juste après, avec le CNES et avec CS Group, et notamment Luc Hermite qui est présent, voilà, qui est là-bas, qui répondra à vos questions plutôt sur la partie informatique. Moi je ne suis pas développeur moi-même. Donc en fait, l'idée de ce développement-là, elle est partie de l'avènement de Sentinel-1, qui a révolutionné en fait l'utilisation du SAR dans la communauté de l'observation de la Terre, parce que Sentinel-1 a été le premier système à fournir des données gratuites SAR, gratuites et des séries temporelles. Donc quand ce système a été lancé, donc c'était fin 2014. Donc au début, il a fallu apprendre un peu à utiliser tout ça. Et en 2016, il y a Sentinel-1A, 1B qui est sorti, donc 2 fois plus de données qui sont arrivées. Donc là, on avait des vraies séries temporelles à l'échelle de la planète, on va en parler tout à l'heure. Et ça a changé le domaine du SAR. On n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de truc, donc il a fallu prendre en main tout ça. Et donc moi je travaille au CNES, je travaille aussi au CESBio, donc un laboratoire de recherche. Et s'est posé très très vite la question de comment on allait gérer ces séries temporelles, ces outils-là, ces données-là. Donc on a eu besoin de développer pour nos propres projets. Moi je fais partie d'une petite équipe, on travaille sur les forêts essentiellement. On s'est dit comment on va faire ça. Donc on a eu besoin de développer une chaîne générique pour fabriquer des données prêtes à l'utilisation, des séries temporelles. Donc dédié à Sentinel-1, et on n'avait pas un projet particulier, parce qu'on travaillait sur la déforestation, on travaillait également sur le suivi des cultures de riz, on avait quelques petits projets comme ça, mais en fait, toutes ces données-là, tous ces projets-là avaient besoin de ces séries temporelles Sentinel-1. Donc on est parti là-dessus, et qu'est-ce qu'on avait comme outil? On savait que l'OTB faisait déjà pas mal de traitements dont on avait besoin, mais il fallait packager tout ça, on n'était pas des équipes de développeurs. Voilà, on avait cette problématique-là et on a commencé à se dire, ok, on va passer du temps, on va prendre 3 semaines, on va développer une chaîne en Python qui s'appuie sur l'OTB pour faire ces traitements automatisés. Voilà, c'est parti de là. Donc on a fait ça pour notre petite équipe, ça s'est su un petit peu au CESBio, il y avait d'autres personnes qui ne travaillaient pas forcément sur ces thématiques-là qui avaient besoin de Sentinel-1, donc ils ont pris en main aussi notre outil. Ils l'ont modifié, ils l'ont adapté, voilà, pour des applications. Et puis après, la question s'est posée. Moi, on m'a dit, mais pourquoi tu ne le mets pas à disposition de la communauté, et ainsi de suite. Je dis, ouais, pourquoi pas, moi, je ne suis pas contre. Donc, on a commencé à le mettre sur Internet. Donc, on l'a mis sur un GitLab, voilà, en l'état, sans documentation, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont commencé à l'extérieur à utiliser ce truc-là. Et là, on s'est trouvé confronté au problème de l'installation. Voilà, c'était le premier problème. Ça répondait à un vrai besoin, mais des gens qui ne connaissaient pas forcément l'OTB, en plus. Donc, c'était compliqué. Et voilà. Donc, on a des utilisateurs qui savaient se débrouiller, qui connaissaient déjà l'OTB, et ainsi de suite. Donc, c'était plus facile. Mais pour ceux qui voulaient l'utiliser, qui ne connaissaient pas l'OTB, voilà, on a dû donner un petit peu un support, les aider à compiler, ainsi de suite. Donc, compiler l'OTB, ainsi de suite. Donc, on était vite débordés parce qu'on n'était pas nombreux à pouvoir faire ça. Je vais revenir après à la version actuelle des Sentinel. Je voulais vous parler d'abord de Sentinel-1, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Sentinel-1, c'est deux radars, 2 satellites radars, un A et un B, qui en fait font une couverture globale de la Terre avec une répétitivité entre 12 jours et 6 jours suivant la zone géographique. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de données, de données sur un site donné, et le radar n'étant pas sensible en fait à la couverture nuageuse, en fait on a des vraies séries temporelles, c'est-à-dire que tous les 6 jours on a une donnée exploitable. Voilà. Donc ce qui fait que pour des applications, ça ouvre vraiment un très très grand champ d'application pour le radar. Voilà. Donc là, c'est un exemple juste pour vous illustrer la couverture qu'a Sentinel. Donc on couvre tous les territoires. Ici, on est à 6 jours
de répétitivité, c'est-à-dire que le satellite repasse au même endroit, dans les mêmes conditions de prise de vue tous les 6 jours. Ici, c'est tous les 12 jours. Là. Ici, on a orbite montante descendante. Montante descendante ici, là, on n'a que des certains types d'orbites, soit du montant, soit du descendant. Donc en fait, on voit que sur la Terre, en fonction du lieu que l'on regarde, on va avoir plus ou moins de données dans des configurations différentes. Voilà. Et les projets sur lesquels on travaillait, nous, initialement, on travaillait sur la déforestation, on travaillait ici, on travaillait ici, on a travaillé un petit peu partout ici, on a travaillé ici, voilà. Après, on faisait du riz, donc on avait tout ce domaine ici, voilà. Donc en fait, on voit qu'on avait besoin également de traitements qui pouvaient fonctionner en plein d'endroits différents, avec des configurations d'acquisition qui pouvaient être aussi différentes aussi. Donc un outil très générique pour différents projets. Donc, comment on utilise les données Sentinel-1 ? Ben, comme tout le monde, dès qu'on a des séries temporelles, hein, c'est-à-dire que la première étape, ça va être de faire du pré-processing, préparer la donnée. Parce que la donnée radar, elle n'est pas orthorectifiée, il y a beaucoup de choses, elle n'est pas calibrée, ainsi de suite. Donc, les premières étapes qu'on a à faire, en fait, vont consister à préparer la donnée, d'accord ? Donc, calibrer la donnée. Ensuite, l'orthorectifier, donc la mettre sur une grille commune à toutes les images, parce que si on en prend 2 images, elles ne sont pas superposables, hein, 2 acquisitions, parce que ça peut un petit peu bouger son orbite. Et donc, si je prends les 2 données, les pixels ne se superposent pas de base dans les produits Sentinel-1. Ensuite, on va avoir besoin de filtrer l'image. Ça, c'est spécifique au radar. Dans les images radar, on a toujours un peu de bruit dans l'image. On appelle ça du bruit, c'est pas du bruit. Mais on va avoir besoin d'appliquer des algorithmes spécifiques pour nettoyer ces images-là pour pouvoir les utiliser. Voilà. Donc, et ensuite, une fois qu'on a ça, pourquoi ça ne marche plus ? Mon truc, c'est pas grave. Ah, mais j'ai plus rien qui marche. C'est normal, je l'ai éteint. Pardon. Une fois qu'on a préparé toutes ces données-là, d'accord ? Et bien en fait, on va avoir des séries temporelles qu'on va analyser pour répondre aux besoins, pour fabriquer des produits avancés. Donc voilà, les étapes, c'est celle-ci. Donc on a des images un petit peu partout sur un territoire, on fabrique des séries temporelles, ensuite on passe dans l'analyse, on génère des produits et on affiche les produits. Voilà. Et toute cette partie-là, ici, la préparation de ce truc-là, elle est souvent très très commune à tout un tas de projets. Que l'on fasse de l'agriculture, que l'on fasse des forêts, que l'on fasse plein d'autres choses. Et SNTiling, lui, il va s'intéresser à fabriquer le mieux possible ces séries temporelles. Voilà. Donc, le SNTiling, voilà. Quels sont ces requirements, comment il doit être ? En fait, il doit être multi-application, c'est-à-dire pas de limitation géographique. On doit pouvoir l'utiliser partout où il y a de la donnée. Voilà. Il doit être customisable, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter quand même au projet. Tous les projets ne doivent pas forcément avoir pile les mêmes traitements, en tout cas pas avec les mêmes paramètres, en termes de résolution, de l'image de sortie, de filtrage de speckle, de choses comme ça, les MNT qu'on va utiliser pour faire l'ortho, ainsi de suite. Voilà. On avait un besoin qui soit opérationnel, c'est-à-dire opérationnel dans le sens où on peut l'utiliser pour des moyens de recherche, mais également on veut pouvoir l'utiliser dans des chaînes de traitement qui vont pouvoir tourner toutes seules. Ça, c'est vraiment une spécification assez forte du truc. Donc, il fallait que ça soit robuste et efficace en termes de traitement. Donc on définit en fait des chaînes de traitement qu'on va appliquer à nos images. Il faut qu'elles s'exécutent de manière automatique, que ce soit capable de gérer ses propres erreurs quand il y a un arrêt du système qui soit dû à une erreur dans le traitement, une erreur de données ou tout simplement une machine qui s'éteint, qu'on soit capable de reprendre au mieux les traitements sans qu'on perde tout. Voilà. Donc ça, c'était un besoin très très fort. Ce que j'appelais un redémarrage optimisé, c'est-à-dire qu'on a des séries temporelles. Donc les données, elles arrivent au fil de l'eau, tout le temps. Donc quand on traite une année de données, on veut quand l'autre année, une autre image arrive, on puisse la traiter et rajouter ça à la time série. Voilà. Ça, c'est très très important pour tous les projets en fait. Hein. Surtout quand on veut faire quelque chose d'opérationnel, où on veut, dès qu'une donnée arrive, la traiter, la rajouter au package à la série temporelle. Et enfin, comme on a beaucoup de données, il va falloir que pardon, je n'utilise pas le micro.
qu'on utilise au mieux l'espace disque pour stocker ces données-là. Voilà. Ça, c'était vraiment des problèmes qu'on avait au départ, qu'on a essayé de résoudre. Ensuite, on voulait que ce soit portable parce que les utilisateurs, ils sont nombreux, ils font soit de la recherche, ils veulent faire des séries temporelles sur une petite zone, donc là, ils n'ont pas besoin d'un cluster, ainsi de suite. Donc, ils peuvent tourner sur des petits des laptops, mais également, quand on veut traiter des continents entiers, là, il va falloir passer sur des grosses machines. Donc, il fallait que le développement, là, il soit compatible avec tout ça. Open source, bien sûr, puisqu'on veut le diffuser. Bon, ça, la question ne se pose pas. Et toujours la problématique de l'installation, qui était le premier problème auquel on s'est confronté il y a des années quand on a développé SunTiling. Il fallait que ça soit assez facile. Et bien sûr, efficace, hein, toujours pour la même raison. Hein, quand on va fabriquer 100 000 images, il faut qu'on le fasse vite. On ne peut pas attendre trop longtemps. Donc, en fait, pour faire ces développements-là, on s'est basé initialement sur du Python et de l'Orfeo Toolbox. D'accord ? Donc, c'est un développement qui a démarré, je ne sais plus, moi, je pense qu'en 2016, on a dû commencer à développer cette chaîne-là. 2016-2017, j'ai plus tout ça en tête. Donc, au début, je l'avais fait un peu tout seul. Moi, c'est pas mon métier, donc j'avais fait quelque chose comme ça. Et puis après, en 2019, au CNES, on s'est dit, bon, il faut peut-être en faire quelque chose. Il y a beaucoup d'utilisateurs, on commence à avoir pas mal de questions là-dessus, c'est pas optimal, ainsi de suite. Mais on a demandé, du coup, à CS de prendre ça en main et de l'intégrer, enfin, de tout réécrire. Et ça, que Luc est intervenu, il a tout repris le truc, et là, il nous a fait maintenant un très, très beau code qui marche très, très bien. Voilà. Donc, en fait, les séries temporelles sont construites sur une grille, qui est une grille de type MGRS. Donc, c'est la même grille que Sentinel-2. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est d'avoir à la fin des séries temporelles sur ces grilles-là qui soient superposables aux produits L2 de Sentinel-2. D'accord ? Donc, avec exactement la même grille, comme ça va simplifier beaucoup d'utilisation dès qu'on veut mixer de l'optique et du radar. Donc, c'était ça. Donc, on va travailler sur un système de tuilage, comme ça. Donc, c'est des tuiles de 120 km par 120 km. Et on va demander au logiciel, on va lui donner une liste de tuiles, et on va lui dire, donnez-nous les séries temporelles sur ces tuiles-là. C'est tout, entre telle date et telle date. Et lui, il va aller construire tout ce système-là. Il va aller prendre les données radar, les produits GRD, les calibrer, les orthorectifier sur ces tuiles-là, et refabriquer cette série temporelle. Voilà, et de manière entièrement automatique. Donc, voilà, quand on regarde un petit peu plus près, donc une tuile MGRS, ça fait 120 km par 120 km, hein, voilà une, voilà deux. Et quand on regarde, quand on superpose les produits GRD, donc les produits Sentinel-1, voilà à quoi ils ressemblent. Ce sont les gros rectangles ici roses. Mais en fait, on voit que pour un passage donné, donc le satellite il passe comme ça, là, dans ce vertical. Donc là, toutes ces données-là sont à une date donnée. Mais on va avoir des tuiles qui vont avoir qu'un seul produit qui va se superposer, et des tuiles qui vont avoir deux produits, d'accord, qui sont pris à la même date. Hein. Le satellite passe comme ça, mais dans une acquisition, les données sont découpées. Donc le système va devoir gérer les tuiles où quelquefois on va avoir deux données, quelquefois on va en avoir qu'une seule. Donc ça c'est le cas nominal, mais il faut imaginer aussi que Sentinel-1 est un système Copernicus, quelquefois il peut s'arrêter pour faire autre chose, dans des cas d'emergency ou des choses comme ça. Donc quand on va traiter 4 données, on est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une donnée qui ne va pas être comme on l'attend. Parce que le satellite est parti faire autre chose, parce qu'il passe en survie, parce que ci, parce que ça. Donc on a dû également gérer tous les petits cas auxquels on n'avait pas pensé. Et ça, dans une chaîne de traitement opérationnel, c'était vital que ça continue à tourner et qu'on arrive à traiter tous ces petits cas un peu bizarres. Ou une acquisition qui démarre au milieu d'une tuile. Voilà, ça arrive. Tout n'est pas bien carré. Voilà. Donc le système, en quoi il concerne, c'est une vieille slide, en fait, la première étape va être de télécharger toutes les données qui intersectent une tuile qu'on veut traiter. Donc l'utilisateur va spécifier le numéro de la tuile, le nom, et des dates. Et le système va aller télécharger toutes les données qui couvrent ce truc-là. Une fois qu'il a toutes les données, on va lancer les traitements. Donc là, en gros, c'est la calibration. La projection, c'est l'orthorectification que j'ai appelé. Et ensuite, la concaténation. Concaténation, c'est de regrouper les produits comme ça. Sur une tuile-là, vous voyez que ce produit-là et ce produit-là vont être traités différemment. Mais à la fin, ces deux produits-là vont devoir être fusionnés puisqu'ils correspondent à la même date. C'est la même acquisition. Voilà.
Donc c'est cette étape-là qu'on appelle la concaténation. Et ensuite, on va donc avoir ici des images orthorectifiées sur les tuiles. Et ces images-là, ensuite, on peut lui appliquer des filtrages de speckle pour avoir des données temporelles filtrées. Dans la version initiale de SN Tiling, cette étape-là, elle est intégrée dedans. Dans la version actuelle, on l'a mis de côté. Il y a raison qu'on discutera si vous voulez tout à l'heure, mais voilà, pour l'instant, il n'y a plus ça. Je dis pour l'instant parce que je pense qu'on va le remettre. C'est pas des problèmes informatiques, c'est plus des problèmes d'utilisation. Voilà. Alors, si on regarde maintenant le traitement qui est appliqué de manière générique, le traitement sur une tuile donnée, en fait, on va prendre une date et on va avoir deux acquisitions, enfin une ou deux acquisitions qui correspondent, enfin deux images, voilà, ici, et on va lancer ce pipeline qui est construit en fait sur de l'OTL. Tous ces traitements, ce sont des modules OTL. Donc la première étape, ça va être de calibrer l'image, c'est-à-dire de transformer l'image enfin les valeurs des pixels en valeurs de pixels physiques, ce qu'on appelle nous le sigma 0 ou le gamma 0, on va dire donc la rétrodiffusion propre du pixel de la surface. On va avoir une analyse des bords de l'image, parce que sur certaines images, on a du bruit sur les bords, voilà, de l'image, donc les bords est-ouest ou nord-sud si c'est des débuts d'acquisition. Donc on va devoir analyser le bord de l'image. Si jamais on a des défauts sur le bord de l'image, on va venir couper les bords de l'image, supprimer les pixels gênants. Donc c'est cette étape-là. Donc là, on va obtenir donc un produit qui ressemble au produit initial, mais qui est prêt à être orthorectifié, ce qu'on appelait les produits orthorélie, qui ne sont pas encore projetés sur les tuiles. Voilà, donc c'est les images qu'on appelle orthorélie. Et ensuite, on va procéder à l'orthorectification, d'accord, des données. On va générer des masques, optionnellement, sur ces données-là, où il y a de la donnée valide, où il n'y en a pas, voilà, associée à l'image. Et ensuite, on va concaténer ces données-là pour obtenir l'image sur la tuile. Voilà. Donc cette image-là, elle a un bout de celle-ci et un bout de celle-ci. Voilà, c'est le haut-bas. Voilà ce que fait SN Tiling. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait derrière en fait? Est-ce que ça vous dérange si je n'utilise pas le micro? Parce qu'en fait je l'ai à la main. Ah, pardon, c'est enregistré. Désolé, j'avais oublié ça. Bon, il manquera beaucoup de discours. Je parle fort en général. Donc la première étape, c'est pour une tuile donnée, on va traiter les tuiles, on va faire un traitement pour une tuile. On va demander au système quels sont tous les produits qui couvrent cette tuile-là, d'accord. Ensuite, on va analyser tous les produits que l'on a sur cette tuile-là et construire un arbre de tâches qui va définir les traitements, tous les traitements qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'il va regarder toutes les dates, tous les produits qu'il y a, et il va construire ces pipelines. Les endroits où on a besoin de deux images, les endroits où on n'a qu'une seule image. S'il y a déjà des traitements qui ont déjà été faits, eh bien, ils ne vont pas les refaire. Par exemple, si on a stocké à un moment donné les images déjà calibrées, ainsi de suite, il va les réutiliser. Ainsi de suite. Donc tout ça, c'est optimisé. Et c'est fait dans cette tâche-là qui va construire ce qu'on appelle l'arbre des tâches, qui va définir que doit faire la chaîne de traitement pour cette tuile-là. On y rentrera tout à l'heure si vous voulez un petit peu plus dedans. Ensuite, on va procéder au téléchargement des données manquantes. D'accord, toutes les données qui ne sont pas actuellement sur le disque, parce qu'on a une notion de cache sur le disque. Donc, à la première tuile qu'on va réaliser, on va télécharger du coup toutes les données. Mais quand on va passer à la tuile d'après, on va refaire ce processus-là. Mais il y a des produits qui sont déjà téléchargés. Et également déjà pré-traités. Donc on va réutiliser tout ça pour limiter le calcul. Et ensuite, on va l'exécuter, ces pipelines de traitement, à l'intérieur de Dask pour les paralléliser. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça marche. Alors, comment on l'utilise? C'est extrêmement simple l'utilisation de tiling. En fait, on a un fichier de configuration, d'accord, qui est un fichier de texte, qui ressemble à ça. Voilà. Donc on a des blocs. Voilà. Le principal, c'est tout ce qui définit les chemins d'accès. Donc ça, c'est le chemin où on va aller stocker les données, les résultats, les séries temporelles. Ça, c'est l'endroit où il va venir stocker les données qu'il va télécharger. Donc là, dans ce cas-là, là, c'est un exemple d'utilisation sur le cluster du CNES. On va le mettre dans un répertoire temporaire du nœud. Comme ça, une fois que le job est terminé, tout s'efface. On n'a pas besoin de les stocker, ces trucs-là. On doit accéder à un MNT. Donc ici, on a le SRTM.
Donc on lui donne l'accès à tout ça, parce que lui va les piocher pour faire l'orthorectification dans les tuiles qui l'intéressent. Voilà. Et on lui définit un répertoire temporaire où il va stocker les éventuels produits temporaires. On n'est pas obligé de créer des produits temporaires, on peut tout faire mémoire par le pipeline OTB, mais on peut lui demander de stocker des résultats à des étapes, voilà, si on le souhaite. Voilà. Ça, c'est l'utilisateur qui le choisit. Ensuite, on va lui demander de télécharger les données ou pas. Si on lui met faux là-dessus, il va prendre que les données qu'il y a déjà sur le disque ici. Et il va traiter que ces données-là. Celles-ci. Donc ça, quand on répète des traitements, c'est intéressant de garder ce répertoire-là. Parce que comme ça, le deuxième coup, le deuxième run qu'on va faire, s'il a déjà les données sur le disque, il ne va pas faire le téléchargement. Ça, il va le gérer. Bon, ça, je passe. On va lui donner les dates de début de la série temporelle, fin de la série temporelle. D'accord ? Et ça, c'est tous les paramètres du traitement. Donc le traitement, qu'est-ce que je lui demande ? Je lui demande de faire une calibration de type gamma 0. Donc ça, c'est propre au radar. Il y a plusieurs types de calibration dans le radar. Donc voilà. On lui demande d'enlever le bruit thermique ou pas sur les produits. Ça, c'est la résolution de l'image de sortie. C'est la série temporelle, je veux une résolution de 10 mètres. Donc on va lui donner tout ça. On va lui donner la liste des tuiles que je veux. Donc là, j'en ai mis 2. En pratique, dans mes cas d'application, moi, je suis plutôt autour de la centaine de tuiles. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Et ça, c'est la façon dont on va paralléliser les traitements. Donc, on a une clé qui nous dit combien d'images en parallèle on va traiter, combien de pipelines on va lancer en parallèle. Donc, dans cet exemple-là, j'en lance 5. Chaque pipeline va utiliser 2 threads, dans ce cas-là, pour l'OTB. Donc ça, c'est la configuration propre de l'OTB. Et ça, c'est la RAM affectée à chacune des applications de l'OTB. Voilà. Et ensuite, on a un mode qui définit un peu les informations qu'il va afficher, qu'il va mettre dans les logs. Voilà. Donc les modes debug, les modes login, ainsi de suite. On a plusieurs modes qui sont définis. Donc une fois qu'on a défini ça, alors là, je ne vous ai pas mis tous les paramètres. Je vous ai mis le minimum qu'on doit rentrer. Il y en a plein d'autres paramètres pour tuner les traitements. Une fois qu'on a ça, mais comme on le lance, on a la commande qui s'appelle SM Processor. On lui donne le fichier de config. Voilà. Donc on lance ça et c'est parti tout seul. Donc on a des petites clés qu'on peut rajouter qui permettent d'améliorer un petit peu ou d'aller un petit peu plus loin dans certaines options. Hein. Donc je vais pas les commenter. Il y en a une qui est intéressante ici qui s'appelle celle-ci. On peut mettre en cache les images après la calibration, avant de faire l'orthorectification. Ça permet, quand on a beaucoup de tuiles, d'éviter de retraiter les choses. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le pipeline d'un seul coup, mais on fait 2 pipelines. On va casser le streaming à l'endroit juste avant l'orthorectification. On va écrire sur disque les données calibrées. Donc ça, dans certains cas, c'est intéressant, dans d'autres, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est après, en fonction de l'utilisation et de l'utilisateur. Bon, je passe pour le reste. En sortie, qu'est-ce qu'on a ? En phase sortie, quand on va regarder dans le répertoire de sortie, on va voir tout un tas de répertoires qui correspondent au nom des tuiles. D'accord ? Donc ça, c'est les tuiles, même dénomination que Sentinel-2. Voilà. Et à l'intérieur de chacun de ces répertoires-là, on va voir tout un tas de fichiers qui sont ici. Donc les fichiers, comment ils sont nommés ? Donc on a le numéro du satellite, S1A ou S1B, on a le nom de la tuile, la polarisation, l'orbite, c'est une orbite ascendante ou descendante, le numéro de l'orbite, ici, et la date. Vous voyez ici, vous avez année, mois, jour, et le temps, l'heure. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a en fait la série temporelle. D'accord ? Donc on a toutes ces données-là, elles sont superposables, tous les pixels sont superposables, mais vous voyez qu'on a des données qui travaillent, alors là on a sur l'orbite 128 et l'orbite 18. Donc on a des conditions de prise de vue différentes. Voilà. Donc dans votre application, vous allez peut-être pouvoir travailler que sur les orbites ascendantes, et ainsi de suite, donc utiliser qu'une partie du traitement de la série temporelle. Oui, je ne dis pas plus là-dessus. Donc, à l'International Tiling, qu'est-ce qu'on utilise ? Donc, ça, c'est dans la nouvelle version. L'ancienne version, elle n'utilisait pas tout ça. Elle était beaucoup plus simple. Donc là, on a fait un gros effort de réécriture, de stabilité du code, de performance du code. Et en fait, on se base sur 3 outils principaux. Le premier, c'est un outil qui s'appelle EODAG, donc qui a été développé par CS. C'est un outil qui permet d'accéder à des fournisseurs d'accès, à des fournisseurs de données. Voilà.
Donc c'est un outil qui nous permet de télécharger des données sur tout un tas de fournisseurs, que ça soit PEPS, que ça soit l'EDIAS. Il y a également un support pour le Sci-Hub de l'ESA. Voilà, il y a plein de choses. Donc, juste en changeant quelques paramètres, on peut soit faire tourner la chaîne en utilisant PEPS, en utilisant EDIAS, ou ainsi de suite. Il n'y a rien à changer dans le code, grâce à cet outil-là. Ensuite, on va utiliser l'OTB pour faire tous les traitements dans des pipelines en mémoire. Donc là, on a chaîné en Python les applications OTB pour fabriquer tout le pipeline qu'on a vu, et de telle manière qu'on ait un streaming de A à Z. Voilà. Donc vraiment tout le traitement. Et tous ces pipelines qui ont été définis là, on va les exécuter à l'intérieur d'un des workers Dask pour paralléliser. Voilà. Donc tout ça, d'un point de vue utilisateur, à la fin, c'est complètement transparent. On a juste, rappelez-vous, dans le fichier de config, les 3 lignes à la fin, le nombre de process en parallèle qu'on veut exécuter. Donc ça définit, pardon, ça définit dans Dask, je vais y arriver, je ne prends pas le bon sens, le nombre de workers que l'on met en œuvre. D'accord ? Voilà, ici. Alors, à l'heure actuelle, en fait, on ne fait pas du multi-nœud sur le cluster, par exemple. On va travailler sur un seul nœud, on va paralléliser sur un seul nœud. On va utiliser, nous, le cluster de manière un petit peu différente. Là, j'ai des tuiles et j'ai des dates pour faire mes séries temporelles. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, sur le cluster pour être le plus efficace possible? Je vais couper, imaginons que j'ai 4 ans de données à faire, mais je vais couper par mois et je vais lancer un job par mois. Donc, chaque nœud va traiter un mois de données sur tout le territoire que je lui ai donné. Voilà, ça, c'est le plus efficace et ça marche. C'est très simple à mettre en œuvre, du coup. Voilà comment on l'utilise. Donc, comment cet outil est distribué? Donc, il est mis sur le GitLab de l'OTB. Donc, on a tous les codes sources qui sont dessus, avec tout le suivi que peut donner le Git, les issues, et ainsi de suite. Donc, vous êtes invité à y aller. Il est également déposé sur un dépôt PyPy, comme vous voulez. Voilà, vous voyez. Il est entièrement documenté, ça c'est ce qui pêchait beaucoup dans la version initiale. Donc il y a une documentation utilisateur et une documentation développeur. Donc on pourra aller voir un petit tour dessus. Et comment on l'installe? Alors là c'est un exemple de l'installation sur le cluster. Donc on se base sur Conda, ou enfin en tout cas un environnement virtuel. Hein. Moi j'utilise Conda, on pourrait très bien en utiliser un autre. On charge l'OTB, donc il faut avoir une machine où il y a l'OTB qui est déjà installé. Donc là, c'est la version 7.4 de l'OTB. On crée un environnement avec Python uniquement dedans. Et ensuite, on active l'environnement et on fait un pip installation tiling. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu un gros travail de fait pour faciliter l'installation à de nombreux utilisateurs. Donc maintenant, l'installation de l'OTB avec les packages, ça marche très très bien. Sachant que dans notre cas, on ne se base que sur des applications qui sont incluses dans l'OTB. On n'a pas de remote module externe. Et ça, c'est un point important. Voilà. Également est fourni dans le dépôt une image Docker qui permet directement d'utiliser Suntalink sans aucune installation. Voilà. Et qui marche très très bien. Oui. Non, non. Voilà. C'est ça, il y en a pas. Peut-être que j'ai pas. Ouais. Ça simplifie les choses. Ça simplifie les choses. Bon, du coup, parce qu'il y a des applications qui ont été développées pour Suntiling et qui, du coup, comme elles étaient un peu génériques, elles ont été reversées dans le truc. Donc là, pour terminer, ça sera ma dernière slide sur des exemples d'applications de Suntiling, parce qu'il y en a eu beaucoup en fait. Moi, je ne me rends pas trop compte encore de qui l'utilise, mais assez souvent, on reçoit des messages pour du support, ainsi de suite, sur Suntiling, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, un cas, des gros cas d'application sur lesquels on l'a fait tourner. Donc, nous, on a un projet qui s'appelle Tropisco, qui vise à faire de la détection de la déforestation en temps réel avec les données Sentinel-1, uniquement Sentinel-1. Et voilà, là, les derniers traitements qu'on a réalisés ces derniers mois, c'est sur le plateau des Guyanes. Donc, on a 700 000 km², 4 ans de données, ça a généré 80 000 images. Donc, ça, on l'a fait sur le cluster. Pour donner un ordre de grandeur, le temps de traitement pour générer tous ces trucs-là sur le cluster, ça m'a pris peut-être 24 heures, un jour, voilà, pour fabriquer ça. C'est allé très très vite.
L'Asie du Sud-Est, voilà, le territoire, c'est 4 ans de données sur 1,2 million de kilomètres carrés. Ça amène à 143 000 images. Voilà. Donc ça, c'était pareil, c'était pour faire le suivi de la déforestation. Donc ça, c'est pareil, ça a été assez rapide à faire. En fait, quand on a des problèmes, ça ne vient pas de Suntiling, ça vient du fournisseur d'accès de données. Là, on rencontre plus des problèmes parce que les données ne sont pas toutes disponibles en ligne sur disque, surtout les données qui sont peu utilisées, anciennes, il faut les rapatrier. Donc ça prend un peu de temps, de bande à disque. Donc quelquefois, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, ça peut prendre un peu de temps. On peut avoir un peu de retard à ça. Et ensuite, un autre exemple là, qui a été cité hier, donc c'est un projet sur lequel travaille CS, nous on n'est pas impliqué dedans, donc où ils ont traité, peut-être Mickaël, on va dire un petit mot tout à l'heure, mais... Donc là, si j'ai pris les bons chiffres, donc 1,5 million de mètres carrés, 1 an de données traitées. Et donc là, c'est un projet qui utilise à la fois du Sentinel-1, du Sentinel-2 et d'autres capteurs. Donc un projet qui agglomère beaucoup de données. Et là, qui est basé également sur la Sentinel pour les données Sentinel-1. Et voilà. Par contre, là tout ça, nous, on le fait tourner sur nos machines en interne au CSBio, également sur le cluster du CNES. Et ça tournait dans le cloud, si je ne me trompe pas. Sur un DIAS, voilà. Donc, avec peu d'adaptation, j'ai bien compris, du code. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'était une présentation très rapide des fonctionnalités de Suntiling. Maintenant, on peut discuter, si vous voulez, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et ainsi de suite. Vous avez des questions là-dessus. Voilà. Tu utilises Amalthée en dessous pour le cluster? Non. Sur le cluster, pour l'instant, on fait du téléchargement directement de PEPS. Via Amalthée? Non. On ne l'a pas testé, ça. Il y a tout pour le faire, mais on ne l'a pas testé. Voilà. On sait que c'est possible. Il y a un plugin qui est dédié à EODAG pour ça. Enfin, voilà. Donc, mais on ne l'a pas testé. Il y a un autre projet au CNES qui utilise Suntiling qui est Surfwater avec Santiago. Et il me semble qu'eux, ils ont utilisé le plugin Amalthée. En tout cas, Gaël devait regarder pour le faire, pour se simplifier la vie par rapport à la récupération des données. Mais moi, je voulais dire merci, parce que tous les radaristes que je connais, ils utilisaient Suntiling, même depuis les versions un peu bêta, alpha, bref. Les premières, ouais. Ouais, et c'est trop bien. Par contre, moi, pour l'avoir utilisé l'année dernière, j'ai un peu galéré à trouver quel était le bon repository pour avoir le dernier code. C'était un peu, il y avait le truc du CSBio, oui. GitHub, GitLab. Je pense qu'il faut peut-être faire un peu de ménage pour que les gens ils aient un point d'entrée et après ils tombent sur la bonne version. Ouais. Sinon, merci beaucoup ça aide beaucoup les gens dans la recherche, notamment. Voilà. Oui, c'était le besoin vraiment initial. Nous, on l'a vu, en fait, comme je disais, l'histoire était assez rigolote parce qu'on l'a vu dans l'équipe, on l'a vu au CSBio. Et puis après, on a commencé à diffuser parce qu'il y a eu de la demande. Et puis c'est vrai que c'est parti. Il y avait un réel besoin parce qu'en fait, il n'y a pas d'outils qui faisaient ça, qui remplissaient ça. Beaucoup de gens utilisaient Snap pour faire tous ces traitements-là, mais Snap n'est pas adapté à faire quelque chose d'assez automatique, assez fiable aussi. Hein. C'est important quand on génère 80 000 images ou 100 000 images, qu'il n'y en ait pas, que ça ne s'arrête pas en plein milieu, ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'était vraiment une grosse demande. Et donc, dans cette version-là, donc là, on a la version 0.3. Donc c'est la version qui est stable, opérationnelle. Donc c'est une version que vous pouvez utiliser vraiment pour vos projets. Et sur le GitLab, ils sont tracés les évolutions qu'on voit pour la future version. Donc tous les traitements qu'on va rajouter. Donc maintenant, on va être plus dans une étape où on va rajouter des choses, des fonctionnalités. Voilà, pour la suite. Ah voilà, donc, on va voir la présentation qui suit, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de correction radiométrique des images, donc on ne va pas corriger la topographie dans les images, mais ça c'est un travail du coup qui est en cours chez CS, donc il fait l'objet de la présentation suivante, où on va donc développer les outils pour faire ces corrections radiométriques. Donc il y en a plusieurs niveaux, il y en a qui sont simples à mettre en œuvre, d'autres qui sont un petit peu plus complexes, et qui seront intégrés dans la prochaine version de Suntiling. Donc, ils vont avoir un coût de calcul supplémentaire, hein, mais qui peuvent, sur certains cas, vraiment résoudre pas mal de soucis, quoi. Juste pour dire que ce concept de S-Suntiling, moi, j'ai eu besoin de l'appliquer à Pléiade.
Donc j'ai quelque part dans un bout de code qui s'appelle PHR Tiling qui fait des orthorectifications et de la calibration sur la grille Sentinel-2. C'est excellent. Et au CESBio, on aurait beaucoup besoin d'avoir un S3 Tiling qui nous fait la même chose, toujours pour se ramener dans une géométrie commune et pouvoir exploiter les données conjointement de plusieurs capteurs, quoi. Donc voilà, enfin, il y aurait peut-être un créneau là. Ouais, après on peut peut-être étendre tous les capteurs de type DMAP Airbus, on peut peut-être les traiter de la même manière, je sais pas, mais... C'est pas beaucoup juste de la configuration essentiellement. Non, parce que c'est pas les mêmes algos, tu vois. Là, pour PHR Tiling, il te faut l'orthorectification de l'OTB, elle va fonctionner pareil parce que... Mais c'est parce qu'elle cache la complexité, mais par contre pour la correction radiométrique, c'est complètement autre chose, quoi. Enfin, c'est pas les mêmes applications OTB qui tournent. Non, c'est pas les mêmes applications OTB qui tournent. Après, il y aurait peut-être une petite amélioration, c'est pour traiter les grandes latitudes, les latitudes nord. Et il y a le MNT Copernicus qui couvre a priori jusqu'au pôle. Et comme SRTM est limité à 60 degrés de latitude, peut être intéressant. En plus, il est... Mais en fait, là, en théorie, on n'est pas limité à SRTM. Là, on utilise SRTM dans ce cas-là, effectivement. Mais si la chaîne OTB, l'orthorectification est capable d'utiliser... il y a peut-être quelques petites adaptations, effectivement, pour les tuiles, les noms de tuiles. À l'heure actuelle, ça fonctionne. Il faut juste renommer les tuiles. Voilà. Il faut renommer les tuiles Copernicus avec des noms de tuiles SRTM. Le trick, il est comme ça. Ouais. C'est juste une question de gestion dans le code. Mais voilà. Mais c'est vraiment si on veut l'adapter, c'est vraiment très mineur, quoi, en fait. C'est juste retrouver les bonnes tuiles. Voilà. Il faut retrouver les bonnes tuiles dans les Sentinel. Voilà, c'est tout. Donc c'est du petit code Python qui a, voilà. Et se rajouter les options qui vont bien, quoi. Ouais. Après, Julien, je reviens sur ta question d'adaptation pour du S3 et ainsi de suite. Si l'application de calibration, c'est pas les trucs classiques, en fait, Sentinel tel qu'il est fait aujourd'hui, grosso modo, il y a une description plus ou moins informelle des pipelines qui sont réalisés. Et il suffit de changer, je dirais, le nom au lieu d'appeler la calibration. Tu appelles calibration S3 ou peu importe ce que tu veux mettre dedans. Et derrière, tu as juste une classe à te définir. Et ton pipeline, en fait, Sentinel, le cœur, c'est un orchestrateur qui va être générique et qui est capable d'enchaîner des applis qui se passent en mémoire ou pas, et ainsi de suite. Alors, après, il y a peut-être ces questions-là, oui. À partir du moment où on sait définir un pipeline OTB, on sait l'intégrer dans un Sentinel, en fait. C'est ça l'idée. C'est pas écrit en dur, l'intérieur du code, où on va faire les affectations des applications OTB avec des paramètres. Tout est écrit pour pouvoir rajouter des applications OTB dans le pipeline. Le pipeline se génère quelque part de manière dynamique. Oui, plus ou moins. Ouais. Une fois, à partir de la description informelle voilà. ou formelle, je ne sais pas comment il faut dire, des pipelines qui s'exécutent les uns après les autres. Après, il y a une analyse automatique qui est réalisée sur des noms de fichiers qui pourraient être produits et ainsi de suite. Ça génère ce fameux arbre de tâches qui est simplifié pour ne plus réaliser ce qui a déjà été réalisé. Et après, c'est distribué automatiquement dans Dask. C'est-à-dire qu'en fait, dans Sentinel, il y a un orchestrateur qui potentiellement pourrait être appliqué sur n'importe quelle séquence d'application OTB, quoi. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, jetez un petit coup d'œil sur le GitLab, la doc, ça donne vraiment une bonne idée de ce qui est fait aussi. Voilà. Et il y a même un forum. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. J'avais une dernière petite question sur tu disais que tu pouvais faire en mémoire les traitements. Et dans le fichier de config, en fait, c'est quoi? Ça consiste à remplir, à pas remplir la variable temporary directory. Du coup, de base, si on ne fait rien, il fait tout en mémoire. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a téléchargé la donnée, il fait tout le pipeline jusqu'à la fin, tout en mémoire. Si je lui rajoute dans l'exécution le cache before ortho, il va venir stocker le produit intermédiaire. Celui-ci, si je reviens en arrière, celui-là juste avant l'orthorectification. Donc celui qui peut servir pour plusieurs tuiles en fait sur disque. Okay. Voilà. Et si vous faites ça avec l'API Python, du coup, le chaînage des applis en mémoire ou... Je sais répondre. Ok.
D'accord. Ouais, donc vous créez un graphe dynamiquement avec l'API Python, Voilà. qui chaîne des API OTB, qui est streamé et tout. Quoi. Et de temps en temps, je sais que j'ai des points de rencontre parce que je peux avoir des fusions d'images qui sont différentes, ou alors pour la veillant sur ce sur quoi je suis en train de travailler, de la concurrence. C'est-à-dire que potentiellement, il y a plusieurs chaînes qui peuvent produire la même image, que je n'en garderai qu'une seule sur le cluster. Ok, ouais, merci. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait aussi dans tout ce qui est gestion des choses qui ne sont pas normales. On a par exemple sur PEPS, on a trouvé des produits, les mêmes produits, qui avaient quasiment les mêmes noms, ou même dates, ainsi de suite, mais qui n'avaient pas la même taille. Donc tout ça, il a fallu le gérer parce que sinon ça ne marchait pas dans une chaîne de traitement. Donc toutes ces choses qu'on a découvert au fur et à mesure qu'il a fallu intégrer dans la chaîne de traitement, dans la gestion des erreurs. Voilà. J'aurais une question. Si une autre zone d'étude, il fait par exemple 25 km, par 25 km, il se trouve sur deux tuiles S2. Oui. Est-ce que SA Tiling il est capable après, à la fin, de ne pas, par exemple, de ne pas écrire les images de deux tuiles et mosaïquer et donner à la fin juste l'extrait de cette zone? À l'heure actuelle, non. Non. À l'heure actuelle, il te sort les produits par tuile sous Ouais. sous ce format-là, là, comme j'ai dit, où on a les... je ne sais plus dans quel sens je vais, là où on a un répertoire par tuile. Et voilà, il donne ça. Donc il va pas plus loin. Oui, parce que dans certains cas d'application, je trouve que c'est quand même une petite limitation, parce que des fois, on a le ROI se trouve sur 4 tuiles S2, ouais. Et il fait par exemple 25 km. C'est dommage. Et donc on est obligé de traiter du volume de données pour avoir à la fin juste... Alors ça, c'est tracé. Hein, dans le GitLab, il y a une issue qui traite ce problème-là, où on voudrait que l'utilisateur définisse sa tuile quelque part, quoi, un peu de manière ouverte, c'est l'endroit où il veut faire son truc, et qu'on fasse ce traitement que là. En théorie, c'est tout à fait faisable, puisque là, le système de tuilage, il est arbitraire, hein, nous, on l'avait choisi comme ça. Par contre, il a un impact sur la chaîne de traitement, parce que les données sont générées comme ça, comme on voit les noms de fichiers, ils sont par tuile. Voilà. Donc il y a quand même de la modification de code à faire. Oui. Donc je suis content d'entendre que ça peut servir. Oui, peut-être que ce sera une option en plus, soit on traite comme ça de manière classique, ou soit par ROI. Par ROI, oui. Voilà. Merci. Pourquoi le speckle simple ou le speckle multitemporel, il n'est pas intégré? Est-ce que c'est un choix technique, un choix thématique? Alors, dans la version initiale de SunTiling, on avait introduit le filtrage multitemporel dans le code, proprement dit. C'est d'ailleurs ce qui est... Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ce traitement-là de SunTiling, la première version, elle est intégrée dans le traitement à la demande de PEPS. Donc, quand vous allez sur le site PEPS, vous pouvez demander à avoir des produits orthorectifiés. Et c'est le code des SunTiling, première version, qui est utilisé. Et on peut demander des produits filtrés du speckle. Alors là, je vais parler du filtrage temporel, des séries temporelles. Il y a un problème, si on le fait à l'intérieur de SunTiling, c'est que c'est beaucoup plus difficile à maîtriser le filtrage. Parce que si on fait une série temporelle qui a 10 images ou qu'on fait 100 images, l'effet du filtrage de speckle sur ces 10 images sans images ne va pas être le même. Donc au final, les images que l'on va générer, elles ne vont pas être filtrées avec la même qualité. Et donc ça peut avoir un impact dans l'application. Il peut rester du speckle, c'est le nombre de looks équivalent, on appelle ça en radar. Donc qui va définir un peu la qualité du filtrage de speckle. Et donc moi j'avais préféré, dans le nouveau développement de SunTiling, de mettre le traitement du speckle à part. Pour l'instant, on ne l'a pas intégré. Par contre, ce que je souhaite faire assez rapidement, c'est au moins intégrer le filtrage spatial, parce qu'il y a une application OTB qui le fait, ce truc-là. Donc ça, c'est très facile à faire. Donc ça, on peut le faire. Et le filtrage temporel, je pensais le faire dans un code un peu à côté. Parce qu'on utilise beaucoup ce SunTiling, enfin en tout cas nous. D'abord, on va générer 4 ans de données, et après, on va l'utiliser pour mettre à jour, pour fabriquer des séries temporelles plus courtes. On va le lancer tous les mois pour fabriquer les données sur ces mois-là. Le filtrage multitemporel, c'est faisable, hein, mais pour que ça soit générique à tout le monde, il y a un gros risque qu'on fasse des erreurs dans ce traitement-là, quoi. Parce que si on utilise 10 images, on utilise 100, c'est pas pareil, quoi. Voilà, ça dépend beaucoup de ton application, en fait. Ça dépend de l'application, c'est très très lié à l'application, quoi. Donc on l'a séparé. Voilà.
Quelquefois, on va traiter toutes les orbites ensemble, quelquefois pas. Donc, voilà, dans l'idée, c'était de laisser à l'utilisateur le choix de le faire, quoi, par lui-même. Par contre, le filtrage mono-image, filtrage de Lie, Frost, tout ce qui est intégré déjà dans l'OTB, ça, par contre, on peut le faire. Et d'ailleurs, on va le faire certainement début d'année, quoi. Bon, voilà, s'il n'y a plus trop de questions...